Alors, bon matin à tous. Merci d'être au rendez-vous un samedi matin de pluie. On a une matinée plutôt festive. On a une partition sérieuse, mais après ça, on a une portion festive. On va célébrer 10 ans avec les gens qui sont les pionniers de l'aventure. On a changé un petit peu l'horaire. On passe tout de suite au panel des jeunes chercheurs, des jeunes qui nous amènent à réfléchir en mode prospectif. Je vois Daisy dans la salle, qui est la modératrice. Je ne sais pas où elle est passée. Elle devrait être là en avant. Elle est occupée sans doute. On va donc passer au panel tout de suite. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être visible comme... C'est bon? Tout le monde me voit ici. Alors, je suis vraiment très contente, heureuse d'animer ce panel ce matin. Merci d'être là, tout le monde. Alors, ce panel est vraiment important pour moi. Parce qu'en fait, on a décidé pour ce dernier panel de miser sur le point de vue de la relève, Charles en a parlé, pour clore, si on veut, la partie plus académique de ce colloque. Je m'en voulais pas d'avoir une feuille, je me suis préparée un peu d'avance, sinon je savais que je n'alignerais pas tout ce que j'avais à dire. Alors, et ça, avant de céder la place aux acteurs clés, des acteurs historiques donc de cette convention. Le panel revêt cette importance particulière parce que les chercheurs qui vont prendre la parole ici, ce matin, incarnent à travers leurs recherches et leur jeunesse, comme tu l'as dit, les grands chantiers qui se présentent aujourd'hui comme les défis de la Convention. Deux idées s'entrecoupent dans le titre de ce panel ce matin, la relève et les défis. Donc, qui de mieux pour parler de l'avenir et des nouvelles réalités auxquelles devra faire face cette Convention que les gens qui auront eux-mêmes à relever les défis et puis à vivre dans la société à venir. Donc, d'ailleurs, j'en profite aussi ce matin pour remercier Charles, Diane et Véronique d'avoir eu l'ouverture et la confiance de céder du temps, de la visibilité et de la tribune aux chercheurs de la relève de tous horizons et de tout parcours. Alors ça, je pense que c'est important de le souligner aussi. C'est accepter l'incertitude de l'avenir que de déléguer donc presque un tiers du programme à des regards neufs sur le travail que vous, acteurs universitaires, société civile et de l'État parti, avez mené de front depuis cette dernière décennie. Mais je pense aussi que les conférenciers que vous avez entendus jusqu'à maintenant et ceux que vous allez entendre ce matin vous démontrent que cette nouvelle génération de chercheurs et d'acteurs est mobilisée et autour de cet instrument international, comprend bien l'histoire qui la précède, l'héritage qu'elle a apporté, et puis tout en se l'appropriant à sa façon et au regard des enjeux de son époque. Alors, c'est d'ailleurs une opportunité exceptionnelle et un honneur pour cette relève, j'en suis certaine, que je représente aussi ce matin, d'avoir eu l'occasion de côtoyer et d'échanger avec ces grands noms qu'on fréquente sur papier tout au long de nos années universitaires et de pouvoir, comme ça, pendant 3 jours, s'asseoir à côté d'eux, discuter, échanger, avoir leur attention et puis leur léguer comme ça nos aspirations, qu'ils nous conseillent aussi. Lors des 3 jours, donc, plusieurs thèmes sont revenus comme des axes de réflexion qui transcendent. Alors, le mot transversalité est revenu aussi souvent, donc, qui transcendent les différents enjeux qu'on a abordés. Avant de vous présenter les panélistes eux-mêmes, qui viendront clore le cycle de discussion, donc, et puis mettre en lumière les nouveaux défis qui appellent la Convention à être réflexive et proactive, surtout dans sa mise en œuvre, j'aimerais vous rappeler les ambitions sur lesquelles se basait la série de conférences dont on a parlé la première journée, et puis qu'on a amorcé en 2013, et dont le colloque aujourd'hui international est l'aboutissement extraordinaire aussi. Ces principes, si on veut, représentent, selon moi, une méthodologie qui est ces défis aussi, donc à peaufiner, à propager, dans un contexte où le transnational ne peut plus se passer du local. La dématérialisation, dans un temps de dématérialisation, finalement, on est d'autant plus inquiet que jamais de la préservation du patrimoine. Et puis, un contexte où, qu'on dit déterritorialisé, mais qui est plus soucieux que jamais de ses identités. Alors, ces principes, donc, sont et doivent continuer de s'articuler entre eux pour une opérationnalisation efficiente de cette Convention. On a parlé du rôle de la société civile comme moteur, propulseur et rassembleur surtout, entre des régions, des acteurs et des débats. J'en profite aussi pour donner mes idées.
Le dialogue constant et la concertation des milieux qui réfléchissent et agissent pour la Convention. C'est donc dire les représentants d'États parties, les acteurs de la recherche, de la société civile, les organismes culturels et, ajoutons ici, si on le peut, les artistes eux-mêmes. La mobilisation et la sensibilisation des non-convertis et de la relève aux enjeux de la Convention. Et pour reprendre les mots de Marie-Gabrielle Desbiens-Dufour qui était avec nous hier, l'interdisciplinarité comme mode de vie, d'action et de réflexion. Alors maintenant, je vous présente nos panélistes ici ce matin. Martin Tétu, juste ici en début de table, donc actuellement étudiant au doctorat en sociologie à l'UQAM. Sa thèse sous la direction d'Anouk Bélanger se situe au carrefour de la sociologie et des études de communication, avec une focalisation sur les nouveaux usages numériques des contenus culturels. Il a été précédemment analyste à l'Institut de la statistique du Québec, responsable des statistiques publiques sur le cinéma, l'audiovisuel et les médias au sein de l'Observatoire de la culture et des communications. On a avec nous aussi Agbefle Kofi Gagnon, qui est enseignant-chercheur au département de français de l'Université du Ghana à Accra depuis août 2013. Il est également chargé de la recherche au sein de son département et coordinateur d'un jeune laboratoire d'ELA, didactique et enseignement des langues et littératures en Afrique. Il est togolais de nationalité et on a la chance de l'avoir avec nous ce matin aussi grâce au soutien de l'OIF. Et puis, donc, Kofi est titulaire d'un doctorat en lettres et d'un master en sciences de l'éducation de l'Université de Lomé à Togo. À côté de lui, Béatrice Barrero Carril, enseignante en droit international public à l'Université de Madrid Rey Juan Carlos et du droit de la culture européen et international à la maîtrise, donc droit de la culture à l'Université Carlos III de Madrid. Elle a été chercheure au département de droit et anthropologie à l'Institut de droit public et international à l'Université de Göttingen. Et enfin, elle va faire sa présentation accompagnée de Gemma Garbo, je ne saurais pas dire, Ribougen. Donc là, sa présentation, je l'ai en anglais. Alors, je finis en anglais. Director of the UNESCO Chair in Cultural Policies and Cooperation at the University of Girona. PhD in Education, she gained an Advanced Studies Diploma in Culture and Law, a Master in Culture Management, and a Bachelor of Arts and History. She's also a lecturer in the University of Girona and coordinator of the Virtual Master in Cultural Management and the Postgraduate Program Education and Culture Management Programs and Projects. Alors, ces panélistes, je vais leur céder 10 minutes chacun. Gemma et Béatrice vont présenter ensemble. Et puis, je vais essayer de ne pas trop intervenir. Je vais vous laisser y aller un après l'autre pour essayer de garder un peu de temps pour peut-être 10 minutes de discussion, de questions après. Alors, Martin, je te laisse commencer. Merci, Daisy. Alors, la présentation qui suit est basée sur une étude du film québécois dans la plateforme YouTube. Et c'est l'objet de le doctorat que je fais actuellement à l'UQAM. Et en fait, on a parlé beaucoup de numérique pendant 2 jours comme étant transversal. Alors, ce que je vous propose ce matin, c'est d'aller faire un tour dans cet écosystème numérique-là et d'aller regarder, d'aller observer un peu de quoi il s'agit, comment ça se diffuse, comment ça se place, qui sont là, comment ça circule. Alors, c'est un peu l'idée de la présentation d'aujourd'hui. Et c'est entre autres les premiers résultats de cette recherche-là qui n'ont pas vraiment été diffusés publiquement, donc qui sont pour votre observation. Oui, non, ça va. Donc, le contexte général, on va en parler quelques mots. La question qui revient puis qui est vraiment au centre aujourd'hui, c'est-à-dire la culture locale dans ce contexte-là, qu'en est-il? Pour reprendre un peu ce que Daisy disait, on est plus soucieux que jamais de ces identités, mais ces identités-là en ligne, comment ça se traduit, comment ça existe, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est un peu ça qu'on va voir de façon empirique. Et quelles conclusions on peut en tirer, quelles informations, quels constats on peut faire spécifiquement dans la dimension québécoise. Et je voudrais juste insister qu'on a vraiment démontré pendant ces 2 jours-ci que la diversité peut être vue sous différents angles. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une vision, c'est un angle, en fait, qui n'exclut pas le reste, mais qui est vraiment la perspective spécifiquement québécoise de la diversité, c'est-à-dire la possibilité d'exister en ligne pour le Québec.
ce qui pourrait être vu comme étant une diversité endogène ou une diversité de la place du Québec en ligne, finalement. Ce qui est une forme de diversité qui touche l'identité, qui touche finalement la diffusion, mais du local, de la culture locale dans un nouvel environnement. Le point central, c'est le passage du broadcast au webcast. Le webcast est un terme qui est peu utilisé, bizarrement, que je considère personnellement comme étant peut-être le terme le plus propice à décrire ce dont il s'agit. C'est utilisé dans la commission du droit d'auteur pour parler des radios en ligne, mais le webcast donne vraiment l'idée qu'on passe du broadcast centralisé au webcast décentralisé et délocalisé. Donc, ça change énormément la dynamique. On ne parle pas d'un même vecteur et d'une même dynamique de diffusion. Et c'est un passage vraiment essentiel, qui est une rupture, parce que c'était du broadcast depuis toujours. Le broadcast est le nom qui est utilisé même dans les réseaux. Et là, on passe au webcast, qui n'est pas contrôlé de la même manière et qui, finalement, est régulé, oui, mais très peu réglementé. Alors ça change énormément la dynamique pour la question de la culture locale. Et c'est quantitativement très, 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 très important, cette question-là. C'est-à-dire que, juste pour peut-être vous donner quelques chiffres, les chiffres, quantitativement, vous le savez, mais peut-être juste répéter pour faire une petite idée générale. En 2012, il y avait 1,7 milliard d'ordinateurs et 1,1 milliard de téléphones intelligents connectés. Donc, vous pouvez imaginer comment quantitativement on parle quand même. Alors que, en 2000, c'était 300 000 usagers, là, c'est presque 2 milliards. C'est quantitativement important et on ne peut ignorer cette chose-là par sa couverture. La Chine, les territoires, je pense que 95% des villes actuellement en Chine sont connectées à Internet. Donc, c'est vraiment une question quantitative à prendre en compte. Et aussi, la question qui va faire un peu l'objet de l'environnement qu'on va explorer, c'est la question des médias sociaux. 1,7 milliard d'usagers de médias sociaux, ça commence à faire du monde quand même. C'est pas pour rien qu'il y a 1 milliard sur Facebook, etc. C'est que c'est beaucoup de monde. Alors, comment tout ça qu'en est-il si on confronte ça avec la culture québécoise? Mais c'est un peu l'idée d'exploration. Daisy, merci. Cette question-là des médias sociaux est quantitativement importante aussi. Par exemple, juste pour vous rappeler, parce qu'évidemment, chacun est dans une dynamique que peut-être que vous ne suivez pas ça à chaque jour, et un an après, ça change déjà. Il y a quand même 6 milliards de photos sur la plateforme Flickr, plateforme de diffusion en ligne, 10 milliards sur Photobucket, il y a plusieurs milliards d'heures de vidéos sur YouTube, 6 milliards d'heures de vidéos écoutées chaque mois par les milliards d'usagers. YouTube est la première plateforme en ligne écoutée, Dailymotion, une des premières en France. Donc, le vidéo en ligne, ça circule beaucoup et c'est quantitativement vraiment, vraiment, vraiment important. Il y a DeviantArt qui est l'art visuel, des textes sur Scribd, etc. Donc, ça touche différents domaines culturels. Maintenant, la culture locale dans l'environnement en ligne, comment on peut la comprendre? Donc, diffusion et distribution réglementée, comme on a connu, que vous avez suivi, que vous voyez tous les articles concernant ça, à une relative absence de réglementation. Et un des points qui est central, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une diversité culturelle amoindrie par ça, puisque ce n'est plus régulé, c'est régulé, mais ce n'est pas vraiment réglementé. Donc, est-ce que finalement le Québec va exister encore en ligne? Quelle patrimonialisation va être possible, dans le sens le Québec par rapport au reste du monde? L'UNESCO s'inquiétait beaucoup au tournant des années 2000 sur la question des langues en ligne. Est-ce que le français va exister? Il y avait beaucoup d'études sur la diversité des langues. Mais maintenant, on pourrait même se demander, diversité des langues, mais diversité des contenus, qu'en est-il? Et là, on tombe, selon moi, dans un autre paradigme, parce que le contenu, c'est les langues, mais c'est beaucoup de choses aussi en même temps. Et on pourrait se dire à ce moment-là, pour reprendre ce qui a été dit dans les derniers jours, si on reprend l'exemple de Solange Drouin, donc finalement, c'est un rouleau compresseur. Et, je le recite encore parce que c'est intéressant ce qu'elle dit, puis c'est souvent très vrai d'ailleurs. C'est candide de penser que ça s'en va vers la diversité. Alors, effectivement, c'est candide, et ne soyons pas candides, allons voir un peu de quoi il s'agit. Et j'aimerais citer aussi Beat Sanchi qui disait, selon moi, aussi une belle image, c'est-à-dire les nouveaux bad guys, c'est les oligopoles numériques des plateformes, et non plus nécessairement les États-Unis comme avant. Donc, qui sont-ils? De quoi on observe? Et c'est un peu ceci qu'on va voir si on explore. Voilà. Katy Perry,
chanteuses américaines, dont le vidéo Dark Horse a été vu par 826 millions de visionnements. C'est à peu près un usager sur 3 sur la planète. Alors, est-ce que c'est ça qu'on voit? C'est ça qu'on voit en ligne. Là, on voit les chiffres, Je l'ai écouté à juste 3-4 secondes, parce que ça ne m'intéresse pas tant que ça, honnêtement, mais j'ai pris une photo, je l'ai vue, et j'ai un peu une idée de ce que c'est. Et c'est le canal officiel de Katy Perry, et voilà, donc, les nouveaux bad guys, c'est ça. Mais ceci dit, si on ouvre la boîte de l'écosystème numérique, on se rend compte que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Parce que, je vais passer rapidement, mais juste reviens une seconde. Le 826 millions, c'est les consultations agrégées de tous les usagers sur la planète qui ont écouté 1, 2, 3, 4 fois peut-être Katy Perry. Est-ce que ça veut dire que tous les pays ont écouté énormément Katy Perry et Katy Perry est numéro 1 dans tous les pays? Est-ce que le rouleau compresseur est un rouleau qui a compressé l'ensemble des pays ou c'est une autre dynamique? Alors, je vous propose de regarder YouTube, la plateforme que j'étudie, une journée spécifique pour voir dans les différents pays quel est le vidéo le plus vu, pour voir s'il y a une certaine diversité de ces vidéos-là. Et c'est ce qu'on a ici. Alors, le 15 avril 2014, je vous passe ça très rapidement parce que si on faisait le tour, ça serait vraiment long, mais en Algérie, le vidéo le plus vu est une vidéo d'un amateur qui s'appelle Le Peuple, est avec Ben Fliss, et une vidéo en arabe, évidemment, qui raconte finalement l'élément politique parce qu'il y avait une élection à ce moment-là. Au Brésil, c'est une publicité de jeans de CA, mais en brésilien, avec une chanson brésilienne. En France, c'est une vidéo de Black M, Madame Pavoshko. En Allemagne, c'est une blague en allemand. En Irlande, c'est Doritos Penalty Shootout Ireland, donc une publicité spécifique de Doritos en Irlande. Au Mexique, au Kenya, c'est une live performance d'un chanteur kenyan dans l'occasion d'un party Guinness. En tout cas, je vous passe les détails. En Norvège, c'est Angelina Jordan, un talent norvégien. Au Portugal, Pedro Goncalves, qui chante dans The Voice Portugal, saison 2. Et au Qatar, c'est une émission de télé de Filipino, parce qu'il y a une communauté très importante au Qatar qui est là, donc ça leur permet d'avoir accès, etc., etc. Je parle donc. Fait que finalement, quand on regarde tout ça, on se rend compte que les langues sont différentes, les contenus sont différents, et il y a énormément de contenus locaux. Et en fait, c'est probablement ça qui est le plus attractif dans les différents pays, et non pas Katy Perry, ce qu'on aurait comme impression à la base. Au Canada, Justin Johnson visite contre John Scott, 13 avril 2014, la veille. Ceux qui ne savent pas, c'était un combat de hockey qui était le plus populaire au Canada. Et si d'ailleurs on reprend l'idée du Canada à la suite, on se rend compte que le premier, Johnson contre John Scott, ensuite le 2, I Witnessed You, Jimmy Kimmel Live, mais qui reçoit Drake, le chanteur canadien. Ensuite de ça, le numéro 7, le numéro 8, Jimmy Kimmel Visit Four Nations. Donc, c'est plateforme américaine, émission américaine, mais contenu canadien. Et encore du hockey au 9e position, etc., etc. Donc, finalement, c'est assez compliqué quand on commence à regarder le détail de cette diversité-là en action. Et la question qu'on peut se poser, c'est finalement où serait la dynamique entre, d'un côté, l'extrême Katy Perry, rouleau compresseur, et l'extrême totale diversité, les langues sont diverses, et tout ça n'est peut-être pas vrai. Donc, il y a probablement un entre-deux à explorer ou à regarder, ou posons-nous certaines questions là-dessus. Et c'est l'objet, entre autres, de la recherche, d'aller voir avec le contenu du film québécois, qu'est-ce qui se passe, comment c'est diffusé. Alors, cette question-là de film québécois, c'est, bon, il y a une observation préliminaire. On observe qu'il y a du contenu québécois de tout type sur Internet. On peut trouver toutes sortes de choses dans les médias sociaux, maintenant en vente à iTunes et autres plateformes. On peut trouver, c'est étonnant ce qu'on peut trouver maintenant en termes de vidéos, de musique, d'archives, même éventuellement de livres. C'est peut-être l'élément le moins développé, le livre, mais en tout cas, on peut trouver beaucoup, beaucoup de choses. Qu'en est-il quand on regarde le film québécois sur YouTube? Daisy. Ce qu'on trouve finalement, c'est qu'il y a des surprises de films québécois. Par exemple, le film de Robert Morin, Quiconque meurt à douleur, qui n'a jamais été diffusé au cinéma, en passant, à part dans certains festivals pointus, a été vu par 32 000 personnes.
c'est quand même particulier. Et c'est un film, sans dire que c'est un film obscur, mais c'est quand même assez pointu. Et on peut se demander qu'est-ce que ça fait là, est-ce qu'il n'y a pas une erreur, qu'est-ce qui se passe? Mais vous allez voir que c'est pas une erreur là, dans ce cas-là. C'est que c'est la culture québécoise, je vais essayer de vous le dire, je ne pourrais pas élaborer indéfiniment, mais ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que, vous le savez, je fais juste confirmer une chose que vous voyez quotidiennement, elle est appréciée par les gens. Les gens l'apprécient, même en ligne. C'est pas si étonnant que ça se trouve en ligne, que ça soit voulu en ligne. Et ce que ça amène, c'est la possibilité que le en ligne soit en lien avec un rapport fort avec le hors ligne. Si les gens hors ligne apprécient la culture québécoise, est-ce si étonnant qu'en ligne, ils la recherchent et qu'ils s'y intéressent? Pourquoi est-ce qu'ils seraient totalement différents en ligne? Et ça, c'est un point que je vous soumets. Je n'ai pas la fin de cette chose-là, mais de voir un peu quel est le lien entre les deux, ce qui serait une espèce de tension, mais aussi d'un rapport fort entre les deux. Donc, les premiers résultats, finalement, montrent que, évidemment, il y a un besoin empressant de données empiriques parce qu'on ne connaît absolument pas la dynamique en ligne du point de vue des usages, des usagers, des pratiques. On la connaît un petit peu dans les ventes en ligne. Quand j'étais à l'Observatoire, j'ai essayé vraiment de trouver qui pouvait maintenant voir les statistiques en ligne et ça ne s'est pas vraiment développé. Il n'y a pas vraiment d'enquête là-dessus. Je pense que ça vaudrait la peine. Et le deuxième point, c'est qu'il y a vraiment des fortes relations entre le hors-ligne et le en-ligne. Et je vous donnerai juste un exemple. C'est-à-dire qu'on l'a vu d'ailleurs dans la liste des vidéos vues par pays. La TV hors ligne est en ligne. Les enjeux politiques hors ligne sont en ligne. Le tourisme des musées sont en ligne. Donc, toute la réalité du hors ligne se retrouve en ligne d'une manière à comprendre. Les images qu'on pourrait évoquer par rapport à ça, c'est peut-être l'image un peu banale, mais quand même parlante du robinet. C'est comme un robinet de contenu qui se retrouve aussi en ligne. Donc, il y a quelque chose qui est diffusé là. Le relais, des traces, toutes des choses qui peuvent nous aider à comprendre un peu la dynamique entre les deux. Et si on revient à l'exemple de quiconque meurt à douleur, juste anecdotiquement, mais c'est parlant, Daisy, oui. Ça, c'est des commentaires qui ont été écrits en rapport avec la consultation de quiconque meurt à douleur. Alors, il y a Blondes or Nothing qui dit « Wow, merci, j'ai cherché ce film-là pendant au moins 5 ans. Je l'avais vu à la TV plus jeune, merci. » Et Killer Pot m'ont dit aussi, ah ben, j'avais prévu de le mettre, t'es vraiment une vraie king, respect. Et Robert Gratton dit, bon, je suis juste un poteux, mais après ce film-là, j'ai tout arrêté la drogue, maintenant. Est-ce vrai? Je laisse ça à votre jugement. Mais, donc, tout ça pour dire que finalement, le paradoxe, et ça fait l'objet de la conclusion qui suit, c'est que finalement, l'hypothèse centrale, c'est que la promotion en ligne de la culture se traduit, hors ligne se traduit en ligne. Donc, c'est que pour exister localement en ligne, il faudrait quoi? Il faudrait avoir une TV forte, un théâtre fort, de la littérature forte, des musées visités, etc., parce que le relais se fait. Donc, d'une certaine manière, le paradoxe, et je ne pensais pas, ce n'est pas nécessairement idéologiquement que je dis ça, c'est vraiment suite à une observation, c'est que la diversité culturelle et la promotion et les politiques culturelles et le financement culturel et l'éducation culturelle et tout ça, c'est peut-être la seule garantie qu'on a pour l'instant qu'en ligne, le Québec va exister. Alors, si on pense que c'est indépendant et qu'on dit non, mais ça existe en ligne, coupons le hors-ligne, puisqu'en ligne, naturellement, comme ça a été montré, les gens voient quiconque meurt en douleur, eh bien, moi, on pense que peut-être que j'irai là-dedans, mais c'est absolument faux. C'est parce que on l'a diffusé à la télé, on l'a financé, et parce qu'il y a eu tout ce cycle-là, qu'en ligne, ça se peut. Donc, l'écosystème inclut les deux. Et si on coupe d'une partie, soyez assurés que c'est là où Katy Perry va faire son travail de rouleau compresseur. Alors, c'est un certain paradoxe que je vous soumets. Je n'ai pas la fin de ça. Je ne sais pas comment, techniquement, tout ça se fait, mais il y a un lien qui est de plus en plus avéré et qui est important vraiment de mentionner parce que souvent, on entend que, ben oui, mais c'est une vie indépendante, puis les gens, ils regardent autre chose, puis ils sont dans une dynamique, mais le Québec est un écosystème. Présentement, on n'est pas en ligne. Est-ce que je sais pas. On existe aussi dans un environnement. Et on passe la plupart du temps dans cet environnement-là en passant, même si on passe 4 heures par jour en ligne. On va aller à la conclusion, oui. Si ça va. Alors, donc, finalement, c'est simplement de ramener le Web et le Web 2.0 dans la question de la diversité et de ne pas considérer peut-être que ces deux-là sont deux réalités différentes. Donc, c'est ce que j'ai.
je soumettrai ça. Merci beaucoup. Je te cède la parole à Gauthier. Je me mets debout pour mieux regarder le PowerPoint. Alors, je présente un sujet particulier. Je vous ramène vers un sujet qui porte sur les langues, au fait. Ne me demandez pas pourquoi, parce que je ne saurais vous le dire en réalité. Mais je crois que lorsqu'on parle de la culture, on parle avant tout de la langue. Et mon sujet s'intitule « La place des politiques linguistiques en Afrique noire dans la protection et la promotion de la diversité culturelle, de la diversité des expressions culturelles ». Et j'essaie de faire un regard croisé sur la situation au Ghana et au Togo. Je suis parti de cet énoncé du problème. Vous savez que les questions liées aux identités culturelles et linguistiques constituent de plus en plus, surtout de nos jours, l'un des points forts des débats au cœur de la mondialisation et surtout autour des stratégies de développement dans les pays plurilingues, plurilingues surtout africains. Donc, c'est à juste titre que ces questions ont été inscrites en 2005 dans la Convention de l'UNESCO à l'article 6.2b. Et malheureusement, le volet langue de cette convention, à notre sens, reste généralement très peu abordé dans les faits, surtout dans les pays africains. Moi, je me demande parfois pourquoi les Africains ont ratifié cette convention. Est-ce qu'ils étaient obligés d'aller au même rythme que les autres? C'est une question que je me pose toujours. Parce qu'on a une richesse linguistique. Et cette pluralité linguistique, souvent perçue comme un frein au développement, j'en parle avec passion, je suis linguiste de formation, je trouve que devait être perçu comme un moyen pour le développement. Et le problème se pose vraiment dans les pays africains. Je suis parti de 3 questions. La première, allons-y, on va survoler un peu. Alors, quel est l'état, appuyer seulement, quel est l'état des lieux des politiques de langue nationale en Afrique noire en général, au Togo et au Ghana en particulier? La deuxième question, en quoi la valorisation de ces langues en quoi ces langues peuvent-elles contribuer à une véritable protection et promotion des expressions de la diversité culturelle telle que le stipule la Convention de l'UNESCO? Et puis, je me suis posé une troisième question intermédiaire suite à des remarques que M. Charles a faites à mon texte que j'avais envoyé. Je me suis intéressé un peu à d'autres domaines paralinguistiques, moi je les appelle des domaines paralinguistiques, impliquant l'expression de la diversité culturelle, notamment les arts audiovisuels, le livre. Et donc je me demande si ces domaines-là sont pris en compte par ces 2 pays, le Togo et le Ghana. Je ne veux pas trop traîner sur la présentation des 2 pays, je l'ai fait un peu hier. Le Ghana et le Togo sont des pays voisins, l'un anglophone, l'autre francophone. Le Ghana a près de 22 millions d'habitants, le Togo 7 millions. La langue officielle du Ghana, c'est bien entendu l'anglais, au Togo, c'est le français. Mais il y a une diversité linguistique de part et d'autre. Au Ghana, selon les chercheurs, même si le nombre exact de langues n'est pas connu jusque-là, au Ghana, on parle de 35 à 40 langues, à 50 langues. Et par contre, au Togo, il y a entre 30 et 42 langues. Mais au-delà de ça, les pays ont pu choisir des langues dites langues nationales officielles, 2 pour le Togo, l'Ewe et le Kabien, 11 pour le Ghana, que je ne vais pas énumérer ici. Et je vous présente donc un peu l'image, les 2 pays que vous pouvez regarder un peu là à l'image. Alors, politique, quel est l'état des lieux des politiques linguistiques dans ces pays? Au Ghana, on a assisté à une longue période de valorisation des langues nationales, ce qui renvoie à une certaine fierté, à un certain, excusez-moi le terme, nationalisme qu'on retrouve auprès des Ghanéens, contrairement à ce qu'on retrouve auprès des Togolais, où les langues n'ont pas, pendant longtemps, été prises en compte. Quand vous allez dans les écoles francophones en général, togolaises en particulier,
l'enseignement se fait tout de suite et strictement en langue étrangère, le français. Donc le jeune apprenant qui arrive à l'école, en réalité, a déjà une langue dans sa tête. Mais on lui fait croire que cette langue n'a pas de valeur et qu'il devait taire cette langue, il devait faire face à une nouvelle langue qu'il devait apprendre. Alors, pour lui, si sa langue n'a pas de valeur, c'est que sa culture non plus n'a pas de valeur. C'est en cela que je dis qu'il y a des talents, des artistes talentueux, des chanteurs, des peintres, des dessinateurs, qui, parce que n'ayant pas appris la langue étrangère, la langue européenne ou occidentale, se disent « nous, on ne va jamais pouvoir évoluer, nous ne sommes rien ». Et donc, c'est une situation assez dramatique que nous vivons, que ces peuples-là vivent en Afrique. Mais quand vous allez au Ghana, vous allez constater que, parce qu'ils ont pu valoriser leur langue, ils ont pu insérer des langues nationales ghanéennes dans le système, les gens se sont ancrés dans la culture ghanéenne et du coup, même au niveau de la diversité des expressions culturelles, tout est suffisamment local si on fait une comparaison par rapport au Togo. Alors, pourquoi est-il donc si important de penser, de penser avant tout à protéger et à promouvoir les langues africaines si l'on veut protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles? Je vais répondre à 3 points, voilà. Parce que, selon moi, selon nous, le nombre de langues en Afrique renvoie au nombre de cultures différentes qu'on peut rencontrer et donc à la diversité d'expressions culturelles. Lorsque vous commencez à parler l'Ewe, une langue du Togo, les gens savent tout de suite quelle est votre culture, ce que vous mangez, comment vous vous habillez, quelle sculpture vous avez, et donc ça fait en tout cas une certaine diversité d'expressions culturelles qu'il faudrait valoriser. Il faut également, je réponds en disant aussi que c'est parce que si on étouffe inconsciemment l'expression parce que si on ne valorise pas ces langues-là, sinon on étouffe donc inconsciemment l'expression de plusieurs cultures. Et je donnais l'exemple des écoles. J'ai fait un peu l'expérience parce que j'ai été enseignant au lycée pendant quelques années au Togo, avant de passer à l'université, où j'ai animé des clubs culture et francophonie. Mais mes apprenants, j'ai été prof de français, quand vous donnez votre cours en langue française, ils sont muets. Ils ne réagissent pas. On a l'impression qu'ils sont, excusez-moi, idiots. Mais renverser la tendance, commencer à dire des choses en langue de chez eux, tout le monde parle. Ils deviennent des génies. Ils ont du talent. Et moi, je leur ai fait croire, je leur ai dit, mais vous pouvez avancer. 2 minutes, ok. Le modérateur qui se fait modérer, c'est bon. Et donc, on va aller plus vite. Et donc, je pense que, pour parler, allons-y, j'ai mis un pied dans le domaine paralinguistique, audiovisuel, pour montrer en quoi les films locaux au Ghana sont très valorisés. Vous allez voir, sur les médias, il y a au moins 65 à 70% de diffusion de films, de chants en langue ghanéenne. Ce qui n'est pas véritablement le cas au Togo. Mais dans les 2 pays, par contre, le livre imprimé est suffisamment en difficulté. Il y a très peu de bibliothèques. Les enfants n'ont pas accès aux livres. Même s'il faut qu'ils apprennent la langue française ou la langue anglaise, l'accès à la documentation est très, très, très difficile. Il y a de plus en plus au Togo, surtout avec l'appui de la francophonie, l'installation de certains centres de lecture qu'on appelle les CLAC, qui viennent se mettre un peu à la disposition des apprenants qui peuvent, en tout cas, aller lire. Mais ces CLAC, j'avoue, ne sont pas très, très dynamiques sur le terrain, comme le veut la francophonie. En conclusion, nous sommes intéressés à 2 cas de figure, le Togo et le Ghana. Vous pouvez appuyer donc, merci. Au Togo, les questions liées à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles ont du mal à décoller malgré un fort potentiel humain. Le problème, selon nous, est un problème politique et économique. Comme disait mon collègue hier, lorsque le politique ne marche pas, le culturel ne peut pas suivre. Au Ghana, par contre, les choses ont
sont bien en marche. On assiste à une forte visibilité des artistes ou autres professionnels de la culture sur le plan local. Mais il y a aussi là un problème de manque d'organisation, de gestion du domaine du secteur culturel. Nous pensons que la longue période de promotion des langues nationales au Ghana a favorisé ceci. Recommandation pour finir, une seconde. Nous pensons qu'il faut redéfinir en Afrique les programmes scolaires afin que les langues nationales y trouvent une place de valeur. Parce que tout est parti de l'école et selon nous, on doit retourner à l'école. C'est-à-dire pour pour solutionner le problème, il faut retourner donc à l'école, valoriser les langues des apprenants, leur faire savoir que leur langue, c'est leur culture et que ça a de la valeur. Ainsi, ils peuvent s'en sortir. Donc, il faut encourager les manifestations culturelles dans les écoles pour mieux impliquer les jeunes. Les semaines culturelles, les festivals, créer des clubs de culture et tout ça, comme les clubs culture et francophonie. Il faut créer des associations culturelles au niveau de plus en plus, les clubs UNESCO qui ont beaucoup apporté dans le système de culture sont morts, en fait. On les retrouve presque plus. Donc, je crois qu'il faut redynamiser ces clubs-là et les clubs francophonie aussi. Je vous remercie. En langue, chez moi, on dit Akbekaka. Vous pouvez cliquer, s'il vous plaît. Voilà, merci bien. Ici, est-ce que... OK, je vous laisse gérer. Well, thank you to the organization for inviting us. It's really an opportunity to have these spaces to exchange knowledge and to meet each other. Beatriz Barreiro and I, we are working together in the UNESCO Chair in Cultural Policies and Cooperation in the University of Girona. We are working together in a research line that is focused on human rights and culture. And in this research line, there is a specific topic that we are very interested in, that is the relation between cultural diversity, human rights, and education. The presentation today is focused on these topics. Thank you very much. Maybe we can move to the first slide there. Can you pass it? Thank you. So first of all, three preliminary issues related to the paper we present here. First of all, we focus on Article 10 of UNESCO Convention, which establishes the obligation for states of promoting the values of cultural diversity through educational programs. There is not only this goal of educational programs to promote education in the values of cultural diversity, there is as well the issue of educational programs for capacity building in the field of cultural industries. But here our focus is put in the first kind of educational policies, the one focused in the value of education in cultural diversity, in the values of cultural diversity, because we believe that only if there is an understanding of what is the value of cultural diversity, the other programs of capacity building can be really useful. And we believe as well that without education in the value of cultural diversity, one of the main goals of the convention, which is related with the link of culture and commerce, cannot be achieved. So this is the first preliminary question I would like to mention. The second one is that we follow here as well an approach of human rights, a human rights-based approach. Why? Because international human rights law contain as well this goal of educating in the value of cultural diversity, and as well the elaboration process of the convention followed in the beginning this approach.
And the third preliminary question I would like to mention is that in our paper we followed an approach which combined different disciplines. And this is something related with our background and the discipline we both work in. So here we combine the disciplines of education science, of research in cultural policy, international human rights, and international law in general. So the structure of our paper was the following. First of all, we followed this goal of education in cultural diversity values in international human rights law. Secondly, we study this issue not only in the final text of the convention, but as well in its background and in the elaboration process of the convention, the operational guidelines, and the implementation. And it is here in this implementation where we are going to explain one tool which was created both by Interarts Foundation and the UNESCO Chair of Girona, which is a tool for educating children in the values of cultural diversity. And we are going to present this tool as a good practice of this education in cultural diversity, and finally explain some conclusions. So quite quickly, because you have the paper available as well, we find that in international human rights, very curiously, the goal of educating in cultural diversity was not completely developed through the developments in the right to education, but through the developments concerning the right to take part in cultural life. So the right to education in international human rights law was focused more in the approach of culturally appropriate education, which means that each child needs to receive education following respecting his or her cultural context. Whereas the education on the value of cultural diversity, which is the goal of Article 10, and as well our main concern, it is developed through the general comment on the right to take part in cultural life given by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights of United Nations. And so secondly, concerning the convention and the related instruments, we find that the background of the convention, this is to say the UNESCO Declaration on Cultural Diversity, recognized that the right to be educated in the value of cultural diversity was a human right, namely a cultural right. This is the same approach that we find in the Freiburg Declaration or in the approach of the independent expert of human rights of United Nations. But in the drafting process, we find that there is this human rights-based approach is lost. During the drafting process, there were a proposal to include a list of cultural policies, including educational policies, but at the end, this was not included in the final text. Supposedly, these will be compensated by the introduction of education in cultural diversity, both in the article referring the principles of the convention and in the preamble, but at the end, this was not followed. So we have a quite isolated article, Article 10. Concerning the operational guidelines, we find here an important issue, which is a legal distinction between programs of education in cultural values and programs for capacity building in the field of cultural industries. Why? Because the operational guidelines, when speaking about education for capacity building in the field of cultural industry, speak about
obligations, whereas when they're to me. Yeah, so I'm very sorry. Going to the yes, and in the implementation. We read the reports of the states, and we find that very few of them contain programs on education in the values of cultural diversity. We find that only Albania plans to include in the near future information about the convention in the educational curricula. And we find as well that education in cultural diversity is, there is a lack of visibility of these programs as well in the template form of the UNESCO reports. And as I mentioned, one of the good practice in implementing this education in cultural diversity is the diversity kit, which Gemma is going to explain. Yeah, very quickly. The diversity kit is a mandate from UNESCO, from the cultural diversity area, to Interas Foundation and the UNESCO chair in order to produce a kit, a game for young people and for teachers to allow the education, the transmission of the values of the Convention of the Diversity of Cultural Expressions. It's a kit that you can find in the UNESCO page, in the UNESCO website, and unfortunately it's only in Spain, in Catalan and in Basque. We are working in it, and I just want to show you a little bit how the game is proposed, because it was a high work of experts for the producing of the game. The most important was which kind of pedagogical approach should we give to these questions, because young people to whom diversity is directed are at the stage of identification and construction of their identity, their me, in which they are discovering and modeling their own way of being. And this is a key moment in their psychological and personal development and in the construction of a social individual. So that's why we organize the kit, the game, as a video game, that starts talking about how they understand diversity. The last words. Yeah, this diversity is not always positive. It can be negative for young people, so we have to teach and to educate in that. And the game proposes to start talking about what do they like to do, which cultural practices do they have, and how they are diverse in itself. Diversity starts on my own. Yeah? Diversity is not only related with the others, with minority people. Or diversity is something that is inside of us, and is something positive because, this play proposes to work in groups very diverse. This is a measure of the diversity of the group. So as much diversity is the group, better for participating in the challenge. And they have to think about one project, one creative idea as a group, and present it to the UNESCO. Yeah, this is a metaphor. We explain to them why the creation is not only, or the creative question is not only individual, but it can be collective, like in a video game. These are all the abilities that work in a video game. Yeah, the music, the composers, the designers, and they have to think about in which thing they are creative. Yeah, related with the things they like. Yeah, if you like to listen music, perhaps you can be very creative as a producer, or not. Is to give another change to the things they like and to convert them in something that can be useful for the future. Well, then they just think about the project, they send the project. Sorry, I don't see now the okay. I just want to show the last one and the conclusion. This is the
part of the cultural policies, if you have a project, which kind of cultural policies do you need to implement this project? You need education, you need distribution, you need consumer, yeah? This is cultural policies, we are talking about that. And you need solidarity with other projects, yeah? This is a part of the convention related with cultural international relations, yeah? And finally, we have a debate to see if they have changed the meaning about diversity with this game. And the last exercise of the game is an exercise of doing a little bit convention, yeah? In order to understand the difficulty of agree all together what they have decided and what are they going to do after that in order to promote cultural expressions, yeah? So they have to, this is the game, and I think we don't have time for the conclusion, so after in the questions, perhaps we can explain a little bit more. Sorry. Merci à tous. Donc, se rappeler finalement l'importance du développement des données, des faits pour aborder le grand trou noir que nous semble être le numérique. Se poser la question de la diversité culturelle dans la Convention de la diversité des expressions culturelles. Et enfin, l'éducation comme le cœur, finalement, on l'a vu hier. Donc, la Convention ou la mise en œuvre de la Convention n'est pas finalement une question seulement d'indifférence. Ce n'est pas une question d'indifférence, mais plutôt de méconnaissance. Alors, merci pour vos contributions. On va prendre les questions, peut-être un petit 3-4 questions. On aurait 10 minutes de questions. Donc, allez au micro, s'il vous plaît. Et puis, je vais modérer aussi les gens qui posent les questions. Donc, juste pour vous. Bonjour, je suis Aïda Kamar, je suis présidente de Vision Diversité. C'est un organisme qui a fait le choix de faire de la diversité montréalaise et québécoise le cœur de notre développement culturel au Québec. J'écoute depuis hier la convention, l'après-convention, l'après-agenda 21C. Il y a des pistes absolument magnifiques et je vous remercie d'avoir donné la parole à une relève parce que c'est dans cette relève que nous allons vers des choses qui sont peut-être potentiellement existantes dans la convention et dans l'agenda 21C, mais qui n'ont pas été réellement clarifiées. Et ma question est, lorsque on défend la diversité des expressions culturelles, on le fait de gouvernement à gouvernement, d'État à État, chez chaque État qui le fait. Mais lorsqu'on est comme aujourd'hui, dans des sociétés de plus en plus métissées, où une culture aujourd'hui est devenue plurielle, il n'y a pas, ou il serait sain pour un développement durable, qu'il n'y ait pas plusieurs cultures en une seule, mais une seule culture qui va aller chercher les apports. Qu'est-ce que ça veut dire défendre la diversité des expressions culturelles? Est-ce que la Convention qui parle d'international, donc entre nations, ne pourrait-elle pas, après les 10 ans, élargir sa compréhension pour aller chercher comment protéger et promouvoir au cœur de chacune des cultures, dans chacune des disciplines, la diversité des expressions, d'une part. Et ceci, je vous pose la question, lorsque vous parlez de la place du Québec, de quel Québec parlons-nous? De quelle culture québécoise, alors qu'aujourd'hui, elle est nourrie de multiples apports? Est-ce tout cela qu'il faudrait porter? Lorsque nous parlons d'éducation, est-ce qu'aujourd'hui, nos jeunes qui sont en manque grave de repères, parce qu'ils sont tiraillés entre plusieurs cultures, ne sont-ils pas, est-ce que l'espace de la culture et des expressions artistiques n'est-il pas l'espace privilégié, comme vous le dites, pour faire leur éducation? Un dernier point, et je vous laisse. Ce dernier point vient attirer l'attention sur une expérience, ça me plaît beaucoup ce que vous dites, parce qu'une expérience très semblable se vit à Montréal, à travers 92 écoles, primaires et secondaires, où les jeunes grandissent et vivent ensemble pour apprendre à vivre ensemble par les arts et les cultures qui deviennent des repères. Je signale que ces jeunes, par classe de 20, sont entre 16 et 18 jeunes sur 20 de toutes origines.
Donc, comment feront-ils pour grandir ensemble? Quelle est la place de la culture? Quelle est la place de la diversité de nos expressions? Merci. Merci, Aïda. On va, si vous voulez bien, prendre toutes les questions maintenant et puis on vous laissera la parole ensuite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il vous plaît, prendre le micro. Alors, bonjour. Ma première question s'adresse à Martin et ça concerne justement la question des indicateurs. Ne penses-tu pas qu'aujourd'hui, une mesure efficace serait quand même de renforcer la collaboration avec justement les entreprises transnationales, là, les bad guys, pour quand même essayer de les contraindre d'une manière ou d'une autre à partager, à mettre à disposition quand même leurs données à disposition, bien évidemment, des acteurs, mais des chercheurs aussi que nous sommes. Et c'est quand même aberrant, par exemple, quand on se rend compte que lors d'une audience, Netflix qui refuse, par exemple, de communiquer ses données au CRTC et que derrière, on ne peut pas agir, on ne peut rien faire, on les laisse faire parce que c'est les rois du pétrole, c'est eux, c'est le rouleau compresseur, comme tu le dis. Donc, moi, je penserais peut-être que une solution aussi serait peut-être de créer des banques de données culturelles numériques nationales. Il y a peut-être un exemple qu'on peut prendre, c'est celui de la France actuellement, sans préjuger de ce que ça va donner, mais il y a quand même une piste qui sont en train de développer entre notamment le ministère de la Culture et des Communications et puis le Centre national du cinéma, où récemment ils veulent populariser une banque de données de plus de 10 000 longs métrages et où ils essaient justement de ne mettre en avant que vraiment les productions, les contenus nationaux et d'ailleurs de ne renvoyer aussi que vers les plateformes de streaming de contenu qui acceptent de contribuer au financement des œuvres et de la création française et européenne. Donc ça, c'est peut-être des pistes, mais tu vas me dire ce que tu en penses. Ma deuxième question va plutôt aller dans le sens donc du contenu africain, de ces questions de langue. Et je suis d'accord avec toi, Kofi, qu'il faudrait peut-être retourner à l'école, là, à la base, là où tout commence, surtout dans le contexte africain, je parle. Moi, pour mon petit témoignage, là, je suis originaire d'un petit pays voisin, le Bénin. Ma langue, la langue nationale là, de mon pays, le fon, je la parle, mais pour l'écrire, je l'écris avec les lettres de l'alphabet français. Parce que justement, j'ai jamais eu cette occasion, personne ne me l'a enseigné, la phonétique et la manière d'écrire ma propre langue. Là. Et on n'est pas surpris finalement quand on voit que en ligne, quand on parle des relations hors ligne, en ligne, il n'y a que 2% de contenu africain. Et il ne faut pas aller chercher l'erreur très loin là. C'est simplement peut-être parce que les gens n'ont pas cette capacité à produire, à créer, à écrire, à produire des contenus dans leur propre langue. Donc c'est un peu des analphabètes. Pas seulement des analphabètes du numérique, là, je parle d'abord des analphabètes de leur propre langue. Et là, il y a un défi au niveau de la transmission. Je vais terminer là-dessus avec un petit témoignage, une anecdote. J'établis un parallélisme par rapport aux langues, là. Dans une autre époque de ma courte vie, une époque pas si lointaine, j'ai été amené à un moment donné, quand je travaillais pour le ministère des Affaires étrangères en tant que consultant, à apprentir un peu des villages africains. Je me suis retrouvé parachuté dans la fabuleuse cité de Tombouctou pour suivre et évaluer un projet de numérisation des manuscrits justement de Tombouctou. Et ça, heureusement, bien avant que les djihadistes ne viennent tout effacer, tout raser, heureusement ça a été fait. Et ce qui était quand même impressionnant de constater, c'était justement que c'était pas un problème d'équipement là pour numériser ces manuscrits, le peu qui était préservé, sauvegardé. Mais je revois ces témoignages des familles qui me disent mais on a perdu ce savoir-faire tout simplement parce que les anciens copistes qui détenaient cet art, eh ben ils n'ont pas justement réussi à le transmettre de génération en génération. Ça s'est arrêté à un moment donné. Et moi je plaide vraiment une fois encore qu'aujourd'hui on associe tous ces modes traditionnels aux mots du numérique, en filmant, en numérisant, en mettant en ligne, pas seulement les supports, pas seulement les contenus, mais aussi la manière dont c'est fait. Quand on parlait de la danse kébé-kébé hier, là, on devait aller filmer là ces anciens qui dansent au Congo et les mettre en ligne, pas juste à titre de documentaire exotique, mais vraiment à titre pédagogique, à titre de valorisation des savoirs autochtones culturels. Merci à vous. Merci, Destiny. Alors là, il y a plusieurs mains levées. Je ne sais pas comment... il y a 4-5 personnes qui veulent prendre la parole. Jim, tu voulais aussi poser une question? Ou, OK, très bien. Alors, qui voulait poser des questions? On va peut-être faire le choix, peut-être d'une dernière question. Est-ce qu'il y a des galants? OK. Sylvia.
My question is for Kofi. And do you want to borrow my translate? Yeah. I'll get another one. Yeah, I wanted to thank everyone for your presentations. They really added a really very much needed international perspective, I think. Now, for what you say, Kofi, is very, very interesting, and what I think maybe you don't know, or what many people outside of Canada don't know, is that we actually have exactly that same problem here as pertaining to our Aboriginal cultures and our Aboriginal languages that are extremely at risk. And in the residential school system, young people were forbidden from speaking their languages and are starting to lose that knowledge and that way of being in the world that comes with their languages. And there's been a movement, a very powerful movement from the youth, especially coming from the youth, to revive that and to get support for language and culture and the way of life that comes with it. So my question for you is, what opportunities do you see from the bottom up? You talk about how your students, they light up when they get to speak their own languages, and they're excited and they want to do this. So you've talked about the importance of education. I'm wondering, what spaces do you see coming from the people themselves that might help mitigate some of these political and economic problems, or a lack of political will at the higher levels to support this way of knowing and this way of being? Thank you. Alors, rapidement, je vais vous laisser peut-être faire les liens, prendre chacun la parole et être concis dans vos réponses, s'il vous plaît. Les dames d'abord. Ah non, Kofi. Okay. Related to education, I think the convention is really an opportunity to talk about intercultural education, not always understood as an educating tool, but we can do it because we have it in the convention. And there is another interesting opportunity in the convention because we relate cultural diversity with creativity. And that's really a change, a goal, and a very important notion for young people. So they can understand that to be different is an opportunity, and they can understand that to be with a lot of different people is a richness because creativity is based on the diversity. So. Bien, merci. Je voudrais tout d'abord réagir par rapport à l'intervention de Mme Kamar pour dire que moi je pense que l'une des faiblesses de la Convention est le manque de la solidarité internationale dans l'application de ce texte-là. C'est-à-dire que chaque État fait cavalier seul et on se cache, excusez-moi le terme, on se cache toujours derrière les articles de la Convention qui disent on a laissé le champ libre à chaque État de s'occuper de l'application. Et moi je pense que c'est une fuite en avant. En fait. Donc si on pouvait se mettre ensemble, ça pourrait solutionner beaucoup de problèmes. Pour mon collègue du Bénin, je suis tout à fait d'accord avec lui et je vais tout simplement dire que je pense généralement à tous ces talents africains, à ce gaspillage du potentiel culturel, à ces gens, à ces hommes et à ces femmes dans nos villages, dans nos contrées qui ont du talent, mais qui ne peuvent pas extérioriser leur talent, juste à cause d'un problème de langue. Mais le problème, pour revenir à notre collègue, la toute dernière intervention, je pense que les hommes politiques ne s'intéressent pas souvent aux questions culturelles. Ce qui les intéresse, enfin, dans un contexte africain, c'est le pouvoir. C'est-à-dire, on veut garder le pouvoir, et parce qu'on a le pouvoir, on a l'honneur, etc. Je suis désolé d'aller vers ces débats, mais c'est ça la réalité. Et il faut
à mon sens, pouvoir mettre en place un système. J'avoue que d'ailleurs, ces hommes politiques sont soutenus dans une certaine large mesure par l'Occident en plus. Donc il faut mettre le débat sur le tapis, sur la table. Il faut que l'Occident cesse parfois d'intervenir dans des questions purement nationales. J'en veux pour preuve certaines élections qui se passent dans nos pays où des gens perdent les élections, mais il suffit que la France apporte son soutien à ces personnes pour qu'elles pensent qu'elles ont vraiment gagné ou pour qu'elles publient de faux résultats. Désolé d'aller vers un débat très politique. Mais bon, pour finir rapidement, il faut donc, à mon sens, passer par l'éducation pour éradiquer le système politique. Si les jeunes sont bien éduqués et s'ils savent que la façon dont les choses sont gérées ne sont pas toujours correctes, ils peuvent faire avancer les choses. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas blesser des gens. Oui, je ne peux qu'être d'accord. Très rapidement, pour répondre à Mme Camard pour continuer la réflexion, qu'est-ce que la culture québécoise? Évidemment, vous doutez bien que je ne vais pas répondre à ça. Et je ne pense pas que beaucoup de monde ici pourrait le faire. Et c'est peut-être très sain qu'on ne puisse pas le faire, mais qu'on se pose des questions et qu'on ait certaines idées. Ceci dit, il y a des perspectives qu'on peut avoir sur la culture. On peut avoir une perspective qui est quand même assez partagée, qu'au point de vue territorial, il y a quand même des dynamiques, des différences et une certaine cohésion. Donc, quand on parle de culture québécoise, dans mon point de vue, qui est une perspective d'observation, c'est le territoire québécois, éventuellement, la question des diasporas, des personnes à l'étranger se pose, mais il y a une espèce de cohésion du territoire, et ça rejoindrait un peu votre exemple de ce qui se passe à Montréal. Montréal, le fait de nommer même la ville en disant qu'il se passe des choses à Montréal, mais ça va vraiment à l'idée du territoire. La culture montréalaise fait partie de la culture québécoise et du territoire québécois. Donc, ça va un peu dans ce sens-là. On pourrait aller au micro-Montréal, micro-quartier, mais il y a une certaine cohésion. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que souvent, on prend des objets culturels comme le cinéma, qui nous permettent de sortir de ça. Et vous savez qu'à l'UNESCO, le cinéma, c'est le principal objet d'indicateur culturel depuis très longtemps. D'ailleurs, on utilise la pénétration du cinéma local sur le territoire local comme étant un indicateur, le seul peut-être indicateur culturel reconnu comme étant un signe de vitalité culturelle interne. Donc, moi, je m'inscris un peu là-dedans avec le cinéma québécois. Pour répondre à Destiny sur renforcer la collaboration avec les bad guys, on n'a pas le temps d'élaborer, mais j'ai vu, entre autres à l'Observatoire de la culture, à quel point les bad guys sont probablement sont pas nécessairement des bad guys toujours. Par exemple, Apple diffuse l'ensemble de ses ventes sur les territoires québécois. Donc, avec les IP québécois, les adresses Internet, ils révèlent à l'Observatoire de la culture l'ensemble de ce qui est vendu, comme le Archambault ou le Renaud-Bré du coin, qui va donner ses ventes. Et on sait, par exemple, on pourrait aller jusqu'à dire qu'est-ce qui s'est vendu tel jour en Abitibi par rapport aux cultures québécoises. Donc, ils collaborent. Mais ceci dit, ils collaborent à l'Observatoire de la culture qui garantit l'anonymat, qui garantit que ça ne sera pas utilisé contre eux, etc. Évidemment, Netflix ne donnera pas au CRTC des informations qui pourraient nuire à Netflix. Donc, moi, je me dis, ça vaudrait la peine que la coalition développe une espèce de demande acceptable de la part des bad guys, et vous seriez surpris que eux veulent documenter, c'est des gens de l'industrie du savoir, ils veulent surtout pas aussi se faire dire qu'ils refusent tout et qu'ils sont contre. Donc, je pense même que Google donnerait des informations privilégiées pour le Québec. Ça vaudrait la peine d'aller le voir. Merci Martin. Merci à vous tous pour ces belles contributions.